Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de Henry Howard Holmes, alias le Dr Holmes, est le premier tueur en série qui a sévi aux États-Unis dans les années 1890. Il a sévi principalement à Chicago en 1893 pendant l'exposition universelle, mais surtout dans sa construction mécaniquement ingénieuse mais terriblement sordide, qu'on a appelée le château et qui est aujourd'hui surnommée la manufacture du crime. Ce personnage est connu pour avoir sévi dans ce lieu particulier, mais plus encore pour avoir potentiellement tué 200 victimes. Alors retraçons un peu plus en détail l'enquête qui a été menée sur cette ordure. Aussi les analystes du FBI à Quantico m'ont signalé que le nombre de j'aime et d'abonnés ici, sur cette chaîne, aide à réduire le taux de criminalité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour sauver votre prochain. Il vous suffit d'un clic. Bien, trêve de bavardage. Voici le rapport. Le coupable grandit sous la tutelle de parents, issus de l'immigration anglaise jusqu'à Gilmanton, près de New York, avec ses 4 frères et sœurs en 1861. Pour ce qui est des parents, le père est alcoolique et violent, et la mère une fervente croyante en la religion. Le petit Herman était à l'époque plutôt comme les autres, même si on a pu déceler qu'il avait une intelligence un peu plus supérieure à la moyenne des enfants de son âge. On soupçonne que toute la folie meurtrière de l'individu est née pendant une scène particulière. Alors qu'il avait 5 ans, Herman avait très peur du docteur de l'école. Il détestait y aller dans son bureau. Et un jour, alors qu'il n'était pas présent, ses camarades de classe l'ont enfermé dans le placard du bureau du docteur. Il s'est donc retrouvé dans le noir et en panique. Mais il n'était pas seul. Il était avec un squelette humain qui l'a totalement terrifié. Jusqu'au moment où ses yeux commencent un peu plus à s'habituer à l'obscurité et où le petit Herman s'est habitué à la présence de ce nouvel individu. En plus de s'y habituer, il a commencé à être fasciné par le corps humain. À partir de là, les pulsions morbides et sadiques se sont révélées chez cet individu, qui a commencé à expérimenter sur de pauvres animaux. Malgré sa mentalité détraquée, il reste un garçon poli, charmant, mais surtout très intelligent pour son âge. À l'adolescence, il a un peu de mal à trouver le métier qui lui plaît. Il enchaîne les études en pharmacie, il est quelquefois enseignant, mais il termine finalement à l'université de médecine, avec au programme beaucoup de dissections. De quoi le rendre tout content. Entre-temps, il a épousé sa première femme, parmi de nombreuses autres, l'une des seules à avoir pu réchapper à sa folie meurtrière. C'est au moment de l'université, en 1884, que ses premiers crimes commencent. Puisqu'il a accès à la morgue, il va défigurer des corps, pour ensuite souscrire à une assurance vie sur ces personnes-là, et après mettre en scène leurs morts. Puisqu'ils sont défigurés, les compagnies ne peuvent pas reconnaître les corps. Donc, entre cette combine, plus le vol de cadavres pour le revendre à d'autres universités, Herman arrive à se faire un petit pactole à environ 10 000 $. Pendant les années qui vont suivre, un même schéma va se répéter. Il va dans une ville, là-bas il fait la connaissance d'un jeune enfant. Mystérieusement, il disparaît au bout de quelques temps après avoir rencontré Herman, et ce dernier inventera une excuse bidon en disant que l'enfant a quitté la ville, qu'il est parti en Californie ou en Virginie, et c'est ce que lui fera en changeant de ville et en répétant ce schéma encore une fois. Au passage, sa femme et son fils vont le quitter, l'abandonner, et il ne les reverra plus jamais. Et lui, de son côté, il va changer d'identité pour essayer de ne pas se faire repérer avec les arnaques à l'assurance. Et c'est ainsi que naquit le docteur Holmes. D'ici à ce que sa vie va commencer à réellement changer, on peut déjà établir le profil psychologique du coupable. On peut voir qu'il a une instabilité émotionnelle puisqu'il change régulièrement de femme et trompe souvent celle avec qui il est en couple. Il y a également des disparitions mystérieuses et la mise en place d'un plan ingénieux pour des arnaques. Et tout le schéma du criminel se met en place juste avant son apogée, donc juste avant la création de cet hôtel. Et elle se fait en quelques étapes. En premier, il découvre une pharmacie en face d'un terrain de vague qui lui fait de l'œil à Chicago, et le gérant est un homme vieux et mourant, et la femme de ce vieil homme a besoin d'un assistant. En second, il se fait embaucher. Il arrive à être très performant, il augmente le chiffre d'affaires, et il fait de la femme du gérant son amante, alors qu'il est déjà en couple. En troisième, le vieil homme décède. Holmes devient gérant et il arrive à attirer encore plus de monde. En quatrième, Elizabeth lui vend sa pharmacie. Il doit lui payer des mensualités qu'il ne fait pas. Elle menace d'appeler l'avocat avant de partir refaire sa vie en Californie. Et cinquième étape, il revend la pharmacie, achète le terrain d'en face et peut commencer son plan horrifique. L'hôtel est un projet onéreux, mais peu cher pour ce monsieur.
En 1887 commence la construction de l'hôtel, surnommé le château par les riverains pour son design particulier. Là encore, beaucoup de victimes se font arnaquer. Les ouvriers travaillent généralement 1 à 2 semaines avant de se faire virer pour des motifs bidons. En résultat, ils ne se font pas payer, et il en est de même pour les architectes, qui tournent entre 3 et 4. Comme ça, Hermann est le seul à connaître les plans de son hôtel. Le bâtiment est d'abord construit en 2 étages, avant d'en rajouter un 3e pour la venue de l'exposition universelle en 1893, et qui va ameuter un maximum de monde. En résultat, on a un édifice des plus singuliers, avec une construction diaboliquement ingénieuse, mais surtout extrêmement sadique. Au premier étage se trouve la partie commerciale, avec une pharmacie, un barbier et des boutiques. Pharmacie qui vend évidemment de faux remèdes. Au 2e étage, des salles de torture, avec de quoi faire glisser les victimes ou les cadavres jusqu'au sous-sol, où il y a la boucherie, et où les victimes se font torturer dans des circonstances terribles. Et 3e étage, les chambres et appartements pour les visiteurs. Mais comme je vous l'ai dit, la construction était extrêmement ingénieuse, bien qu'une fois l'hôtel fini, on peut se rendre compte qu'il a vraiment une sale gueule, parce que les couloirs mènent nulle part, certaines portes sont bétonnées, parfois dans certaines chambres il n'y a même pas de fenêtres, mais bon, peut-être des erreurs d'architecte pour la population, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Du moins c'est ce qu'ils pensaient. Les enquêteurs après examen ont pu déceler que certaines cloisons étaient amovibles, pour pouvoir y accéder, en plus d'avoir des judas derrière les murs, des systèmes de propagation de gaz qui étaient contenus dans la pièce, des chambres insonorisées, un système qui crachait du feu et carbonisait les victimes pendant qu'elles dormaient, avec la pièce ignifugée, donc pour que rien ne prenne feu. En plus de ça, il avait également un système électrique qui était novateur à l'époque puisque tout le monde tournait à la bougie. Et ce système-là permettait de relier à son appartement qui était au 3e étage un bouton qui pouvait actionner à n'importe quel moment et actionner l'un des pièges qu'il avait mis en place. Son plan pour arnaquer les victimes était le suivant. Premièrement, il avait mis des annonces dans le journal pour essayer de promouvoir l'hôtel, mais également recruter tous les employés, qui étaient majoritairement des femmes. Employés comme visiteurs, il les incitait à souscrire à une assurance vie en cas de décès et faisait en sorte qu'il était le seul héritier. Un peu de charme et de charisme, et le tour est joué. Même si pour tout ça, il était accompagné de son ami, Benjamin Pietzel, qui était également charpentier dans cet hôtel. Pendant l'exposition universelle, ce sont pas moins de 50 personnes qui ont disparu. La police commençait à trouver ça un peu particulier, mais elle n'a pas pensé à fouiller l'hôtel. Une erreur professionnelle des collègues. Et croyez-moi, depuis, je ne me laisse jamais berner. Malgré tout, pendant cette période-là, le jeu de Holmes commence à s'effondrer, qui est surtout causé par sa grande gourmandise. Pendant l'exposition universelle, le 3e étage prend feu. La raison ? Dites-vous que l'hôtel a été assuré par pas moins de 4 compagnies d'assurance. Mais elles n'étaient pas aussi dupes que ça, et elles ont commencé surtout à enquêter sur ce qui s'est passé, et très vite ils lui ont mis la pression, auquel il ne s'y attendait pas, et elles ont commencé à l'accuser d'incendie volontaire, de tentative de fraude à l'assurance et d'arnaqueur. En juillet 1894, il prend la fuite et part au Texas dans la propriété d'une actrice qu'il a escroquée. Mais il se fait rattraper par la police pour une affaire de vente de biens hypothéqués à Saint-Louis et finit en prison. Là-bas, il va se faire un complice, avec qui il va se faire passer pour mort, et jouer sur les assurances en misant 10 000 $ sur lui-même pour toucher la somme une fois mort. Mais le piège ne fonctionne toujours pas et une nouvelle enquête est ouverte. Il passe alors à un nouveau plan, où cette fois il demande l'aide de Benjamin et de sa femme. Le but est encore une fois de refaire une arnaque à l'assurance, mais qui cette fois-ci serait basée sur celle de Benjamin, où ils vont provoquer un incendie dans un bâtiment, et Holmes est chargé de trouver un corps, défiguré, pour le poser dans le bâtiment, et qu'on ne puisse pas reconnaître Benjamin. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, il va trahir ses proches. Et il va réellement tuer Benjamin. À la suite de ça, il va manipuler la femme de Benjamin pour qu'elle reconnaisse la mort de son mari, qui, elle, à ce moment-là, pense qu'il est parti à Londres comme convenu dans le plan. À la suite de ça, il va encore manipuler la femme pour avoir la garde de 3 de ses 5 enfants et faire en sorte qu'il souscrive à une assurance vie. La police retrace le fil de son histoire et découvre qu'il se cachait sous plusieurs alias pour toutes les arnaques à l'assurance. Son contact en prison le balance et la police lance un avis de recherche sur Holmes. La police de Chicago se met enfin à fouiller l'hôtel et c'est à ce moment-là qu'on a pu recueillir tous les indices et tout ce qui figure aujourd'hui dans le rapport. Le docteur se remarie en 1894 avant de se faire, une nouvelle fois, arrêter par la police à Boston. Lors de ses aveux, il a surtout confessé qu'il faisait de l'arnaque à l'assurance, mais pendant les aveux, il a mélangé beaucoup d'informations et au final, il a avoué qu'il a commis 28 meurtres.
Mais les rapports de police ont regroupé toutes les disparitions qui ont été signalées à l'époque, et tous les membres de toutes les victimes qui étaient regroupés au sous-sol et destinés aux universités pour être vendus, ou aussi pour leurs organes, ils ont pu avoir une fourchette très très large de 20 à 200 personnes potentiellement assassinées par lui. Et enfin en 1895, Holmes est condamné pour le meurtre de son ami Benjamin Pietzel et de ses 3 enfants uniquement. Donc à la suite de ça, il est quand même pendu. Et puisqu'on est dans une histoire macabre, on ne va pas s'arrêter là, puisque lors de sa pendaison, son cou n'a pas rompu, et donc il lui a fallu 20 minutes pour mourir d'asphyxie, dans des souffrances assez atroces, mais pas autant qu'il aurait dû prendre, cet enfoiré. Son bâtiment a fini entièrement brûlé. La police pense que c'est par un incendie criminel, probablement les riverains qui ne voulaient plus du tout voir l'édifice, que l'on a surnommé il y a peu la manufacture du crime, et qui aujourd'hui est devenu un bâtiment de poste pour essayer d'oublier toute cette histoire sordide. Mais les séries, elles, ne l'ont pas oublié. Puisque c'est toute cette histoire sordide qui les a inspirés, comme on a pu le voir notamment dans American Horror Story, avec le gérant de l'hôtel, mais aussi avec Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, qui se sont inspirés d'un livre qui retrace toute l'histoire de ce bonhomme-là, pour l'adapter en série après que DiCaprio ait eu les droits du livre en 2002, mais ça devrait pas tarder, surtout après le tournage de leur dernier film, Killers of the Flower Moon, et nous aurons dans le rôle de ce psychopathe, Keanu Reeves, qui va le jouer à merveille. Quelle histoire! Si jamais elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, et tutti quanti. C'est ciao! Clap!